Bonjour tout le monde, si vous avez la chance d'être en vacances, peut-être que vous êtes en quête d'un gros pavé pour passer l'été avec vous. Si vous n'êtes pas en vacances mais que vous avez quand même envie de lire des gros livres, j'ai une petite sélection pour vous, il y en aura pour tous les goûts. Il y a de la science-fiction, des classiques, des gros romans américains parce que c'est un petit peu les boss dans ce domaine, du polar, voilà. Et surtout c'est que des livres qui sont un petit peu anciens ou en tout cas qui ont été des best-sellers, donc vous n'aurez pas de problème pour les trouver dans la librairie près de chez vous ou en bibliothèque, pensez-y. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous les conseiller. Quand je pense gros pavé, je pense tout de suite à John Irving, qui est un auteur que j'adore, et en général je m'en lis toujours un pendant les vacances. C'est toujours des très gros livres, je sais pas si on voit, mais c'est vraiment des toutes petites pages, donc là on est sur 700 et 800 pour celui-là. Je l'avais découvert il y a 6 ou 7 ans avec Le Monde selon Garp, qui était génial. C'est pas celui-là que je vais vous conseiller aujourd'hui parce que ça fait un moment que je l'ai lu. Par contre je vous déconseille son dernier qui est vraiment une brique et qui est un peu confus. Je pense qu'en vrai... il est tellement connu que son éditeur lui a dit tu peux faire ce que tu veux et du coup ça a un peu donné un truc bizarre. Mais sinon tous les autres sont trop bien. J'ai avec moi L'œuvre de Dieu, la part du diable dont je vais vous parler et Une prière pour Owen qui est super aussi. Et en plus, regardez. J'avoue, je ne l'ai pas rencontré en vrai, je connaissais quelqu'un qui allait l'interviewer, du coup je lui ai demandé de prendre le livre avec lui, mais voilà, c'est une relique, il est affiché chez moi, j'ai fait une photocopie. Bref, c'est pas le sujet, je suis venue vous parler de L'œuvre de Dieu, la part du diable, qui est juste exceptionnel. Dans ce livre, qui est sorti en 85, on est plongé dans un orphelinat dans les années 30 qui est tenu par le docteur Wilbur. Ce docteur-là, il est un peu à l'écart du corps médical classique parce que cet orphelinat, c'est un peu un centre étrange où des femmes se rendent pour avorter ou pour accoucher sous X. Et le docteur Wilbur recueille les orphelins et essaye de leur trouver une famille. Et on est plongé dans ce monde, voilà, rempli d'enfants, ça dure à peu près 800 pages. Et on suit en particulier Homer, un orphelin qui a été... que Wilbur a tenté de faire adopter 3 fois, mais à chaque fois ça s'est pas passé, et donc il devient l'assistant de ce docteur-là. Et ce qui est génial avec ce livre, comme avec tous les livres de John Irving, c'est qu'il a beau être engagé sur certains sujets, c'est clairement un auteur progressiste, il a été élevé par une mère célibataire militante pro-choix à une époque où l'avortement était interdit, mais ça l'empêche pas de toujours se poser des questions, présenter une situation compliquée avec énormément de finesse, avec énormément de complexité, parce que ce qui est intéressant, c'est que Homer ne veut pas pratiquer ces gestes-là sur les femmes. Et donc il y a toute une tension entre le docteur et lui pendant le livre, mais l'avortement c'est un des sujets du livre, mais en réalité on le suit surtout parce que la galerie d'enfants est hyper attachante. Il est vraiment, à mon avis, dans la lignée de Dickens, qui est une de ses références pour ce goût pour l'enfance, pour aussi un espèce de registre parfois un petit peu larmoyant ou en tout cas émouvant, et aussi pour la critique sociale tout simplement. C'est un livre qui est addictif, qui est ultra bien écrit, qui est très drôle, et surtout ce que j'apprécie avec lui, c'est les portraits de personnages. On traverse la vie d'un personnage, c'est ultra émouvant. Je vous défie d'avoir pas une petite larme à l'œil à la fin du livre. C'est un très beau livre, et John Irving, j'ai toujours un peu de mal à en parler parce qu'en fait c'est juste trop bien, il pourrait raconter n'importe quoi, c'est toujours trop cool. Une prière pour Owen, c'est deux meilleurs amis d'enfance, et l'un va sans faire exprès lancer une balle sur la mère de l'autre, une balle de baseball qui va la tuer. Donc c'est toujours un peu horrible le postulat de départ, mais c'est toujours des livres qui sont... très drôle, très attachant, hyper émouvant. C'est un auteur, je trouve, d'une intelligence rare, et c'est toujours des très beaux textes, hyper originaux. Donc voilà, John Irving, si vous avez jamais eu l'occasion, l'été, ça me semble un super moment pour le découvrir. Le Monde selon Garp, c'était l'histoire d'un petit garçon qui était élevé par une mère féministe hyper radicale, et c'était hyper drôle. C'était vraiment, on suivait... tout un groupe de féministes radicales, mais jamais il était dans la moquerie, il était toujours du côté d'elles, alors qu'elles étaient assez particulières pour certaines. Donc voilà, c'est des très beaux livres, très intelligents, ce que l'Amérique fait de mieux. On reste aux États-Unis avec le livre suivant. Je vous avais dit un pavé, là on est clairement dedans, là c'est pas une petite joueuse, on est sur 1100 pages, c'est Blonde de Joyce Carol Oates. Joyce Carol Oates, ça fait pas si longtemps que je la lis,
Le premier livre que j'ai lu d'elle, c'était Nous étions les Mulvaney et je l'ai lu il y a 1 an, je pense. Et celui-là, c'est seulement le 2e que je lis. Et c'est une énorme claque. En fait, c'est un peu une coïncidence de lire ce livre cette année parce que cette année, c'était les 100 ans de la naissance de Marilyn Monroe. Il y avait plein de rétrospectives. Il y avait aussi à Paris la rétrospective intégrale de ses films à la Cinémathèque, l'exposition que j'ai pu voir qui est vraiment bien. Donc voilà, c'était un peu l'année Marilyn et c'est pas forcément une actrice qui, moi, me passionne. Donc j'essayais un peu de comprendre la fascination des autres pour elle et ce livre-là et un peu comment dire, une porte d'entrée idéale pour comprendre l'actrice derrière le mythe. Donc ce livre est sorti en 2000, ça fait un certain moment qu'il est considéré comme une espèce de livre définitif sur Marilyn Monroe. C'est une biographie romancée et c'est plus romancé que biographique. Enfin, c'est très documenté, ça suit vraiment la vie de Marilyn, mais c'est une fiction. C'est vraiment un livre voilà, inventé par l'autrice. Ça prétend pas être un livre documentaire. Ça se suit presque comme si c'était un personnage de fiction. Et ce qui est passionnant, c'est que Joyce Carol Oates traverse la vie de Marilyn. Elle commence par l'appeler Norma Jean. Donc on suit son enfance, son adolescence. Elle l'appelle ensuite Marilyn au moment où elle arrive à Hollywood et elle essaye d'entrer dans ce monde-là. Et puis elle l'appelle après l'actrice blonde. Et on n'aura plus du tout de prénom, ce sera que l'actrice blonde, le moment où elle est devenue un mythe. Et donc on traverse son enfance assez chaotique, on arrive ensuite à Hollywood qui fait fantasmer la jeune femme autant que l'industrie va se servir d'elle comme objet de fantasme. Et puis on arrive ensuite vers les dernières années jusqu'à sa mort tragique à 36 ans. Et c'est un livre passionnant sur le paradoxe des stars, c'est-à-dire que Joyce Carol Oates parvient par des moyens de la narration à rendre compte de ce paradoxe qui est que les stars doivent être à la fois inaccessibles et proches des gens pour les toucher. Inaccessibles parce que si tout le monde peut être star, ça a plus de valeur, mais proche des gens pour que les gens puissent s'identifier, projeter des attentes, des images, tout un réseau symbolique sur elle. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait le livre est raconté à la 3e personne sur Marilyn, mais on a des passages où des fois des personnes à la 1re personne débarquent et plaquent un peu leurs pensées sur Marilyn. Et le livre est traversé comme ça par les pensées des autres personnages, comme s'il y avait le personnage central de Marilyn et tous les regards qu'on plaçait sur elle. Donc narrativement, c'est ultra intéressant et c'est aussi ultra violent et ultra éprouvant parce qu'on a par exemple tout un passage où on est avec elle et d'un coup quelqu'un va arriver et va raconter une rumeur dégueulasse sur elle, va plaquer voilà, des espèces de on-dit sur elle. Et parfois c'est juste un seul mot comme ça dans la narration qui est ultra violent, une pique, un truc, et on est tout le temps choqué. C'est une narration qui, je trouve, prend des risques et pas lisse du tout. Et on est un peu, comment dire, et c'est pas pour enjoliver non plus le personnage de Marilyn que Joyce Carol Oates raconte comme un être traversé par la sensualité, assez exubérant, ultra à fleur de peau et très déstabilisante tout au long du livre, mais aussi passionnée par la littérature, par le cinéma, et elle lui redonne l'intériorité qu'elle n'a pas pu avoir en fait. On l'a souvent réduite à son corps et son esprit était un peu mis de côté quoi. Et donc c'est un livre passionnant qu'on peut lire sans être fan de Marilyn, c'était pas mon cas. Et j'ai vraiment développé une espèce de fascination pour elle un petit moment là, après l'avoir lu, où j'ai vu plusieurs autres de ses films et tout, et j'ai le sentiment de comprendre mieux ce qui se joue aussi à l'écran quand on la voit elle. Donc c'est vraiment un livre hyper intéressant, et ce qui est vraiment bien, c'est que la longueur rend possible l'accompagnement, enfin l'empathie qu'on a pour elle. Si le livre avait fait 150 pages, ça aurait été une vision, une espèce d'esquisse de Marilyn, alors que là, on traverse la vie avec elle, on traverse des décennies entières, l'évolution, le système hollywoodien aussi. C'est pas tant un film sur le cinéma que plutôt sur les relations humaines, parce que l'autrice cherche vraiment à nous montrer Marilyn à travers ses relations avec sa mère, qui est très très particulière, avec les hommes. Parfois, il y a des moments un petit peu psychanalytiques où j'ai l'impression que Joyce Carol Oates interprète certains éléments de la vie de Marilyn suite à l'abandon du père, de la mère. Bon, des fois, c'est un peu discutable. C'est un livre qui est passionnant, qui est assez fascinant, et narrativement, je pense que c'est sûrement un des chefs-d'œuvre de la carrière de Joyce Carol Oates. Si vous n'avez pas eu l'occasion,
Je sais pas si c'est le livre idéal parce qu'il est énorme, mais je trouve qu'il se lit hyper bien et on est vraiment accroché, on a l'impression d'accompagner Marilyn pendant toute la lecture. Non, c'est vraiment un livre auquel je repense énormément plusieurs mois après l'avoir lu. Le livre suivant, je ne l'ai pas avec moi, je crois que je l'avais emprunté en bibliothèque, il est dans toutes les bibliothèques si vous souhaitez le lire. Si vous avez envie de vous confronter à un livre un peu rugueux, un peu plus difficile pendant les vacances, il y a un livre que j'adore, par un auteur que j'adore, qui est Georges Perec, et c'est La vie mode d'emploi. Georges Perec, c'est peut-être la figure la plus connue de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, ce club d'écrivains qui s'inventait des contraintes formelles hyper fortes pour écrire. Et La vie mode d'emploi est peut-être un petit peu moins connue que La disparition, qui est un roman qui se passe entièrement sans la lettre E. Il l'a écrit sans la lettre E, il s'est imposé cette contrainte-là. Donc c'est un roman lipogrammatique, si vous voulez le nom exact. Je l'ai lu, mais honnêtement, la contrainte fait le livre, mais à lire c'est un peu ardu, l'histoire était un peu floue, enfin j'ai pas tiré un immense plaisir de lecture, contrairement à La vie mode d'emploi, alors que là pour le coup en termes de contraintes, c'est du n'importe quoi. En fait, il décrit la vie d'un immeuble comme si on avait enlevé la première façade et qu'on voyait toutes les pièces. Donc on imagine toutes les pièces avec tous les personnages et il décrit, il passe de chaque chapitre en faisant un mouvement de chevalier aux échecs enfin je fais le mouvement mais en fait je sais pas jouer aux échecs mais imaginons que ça fasse ça. Donc on commence là et après on va là et il a créé un espèce d'algorithme mathématique parce que la grille est trop grande par rapport à une grille classique. Donc ça c'est juste la façon dont on se déplace de chapitre en chapitre dans le livre. Mais après il a intégré une quarantaine de contraintes formelles à l'intérieur où par exemple il doit y avoir sur les 40 contraintes la position indiquée par le personnage qui doit jamais être la même en fonction des autres, s'il est assis, allongé, que sais-je, l'activité qu'ils font, ça doit toujours faire référence à quelque chose qui est arrivé à Perec au moment de l'écriture, un truc en rapport avec sa vie, et il y a comme ça une liste de 40 contraintes qui fait que chaque chapitre ne peut pas ressembler au précédent. Alors c'est complètement zinzin et en fait j'ai relu la page Wikipédia qui est hallucinante de contraintes, mais c'est pas un truc qui se remarque forcément à l'écriture. C'est vraiment, on sent quand on lit qu'il y a une somme de contraintes, de trucs un peu cachés, un peu cryptés, et c'est hyper marrant quand on commence à comprendre qu'il se passe des choses, mais en fait on peut lire totalement de façon romanesque, chapitre par chapitre, parce que c'est passionnant, et le terme Oulipo, ouvroir de littérature, il y a vraiment ce truc dans La vie mode d'emploi, où chaque chapitre est un roman potentiel. Ça commence toujours avec une introduction de personnages, on a toujours envie de savoir ce qui va se passer, les personnages se répondent un peu, on en retrouve, c'est génial, à chaque fois on a l'impression qu'il y a un roman possible à chaque chapitre, et donc on peut le lire aussi en picorant chaque chapitre, on n'est pas obligé de le lire d'un coup parce qu'il doit faire 900 pages. Il y a 2000 personnages d'ailleurs, donc vous inquiétez pas, vous vous souviendrez pas de tout le monde, j'ai carrément oublié tout le monde, mais c'est génial à lire, et on peut le lire en mode d'emploi, en essayant de comprendre les contraintes, mais on peut le lire en mode la vie, si on joue sur le titre, en suivant juste la vie des personnages, parce que de façon romanesque, c'est juste trop agréable à lire. Donc voilà, c'est peut-être mon côté un peu geek d'écriture, mais j'adore ce genre de trucs qui sont complètement fous, ou peut-être qu'on capte pas toute la structure, mais il y a toute une réflexion, et qui est pas artificielle, c'est vraiment hyper agréable à lire, et on peut s'amuser à lire de plein de façons, donc c'est toujours hyper sympa. J'hésite même à faire une vidéo pour lister juste les contraintes parce que c'est complètement fou, mais dites-moi en commentaire si ça peut être intéressant ou si j'aurais juste l'air d'une tarée, quoi. Je pense qu'on n'est même pas obligé de le lire jusqu'à la fin parce que c'est que des petites sommes d'histoire, il y a une structure, mais je veux dire c'est plus les chapitres en tant que tels qui sont intéressants. Donc à jeter un coup d'œil, voilà, empruntez-le l'été, picorez quelques chapitres pour voir, ça vaut vraiment le détour. Alors le livre suivant, je vous le conseille pour 2 raisons. La première, c'est que c'est un de mes romans préférés. Et la seconde, c'est que c'est un roman dont tout le monde parle sans l'avoir lu. Et c'est toujours intéressant de comprendre pourquoi un roman est aussi médiatisé. Et surtout, dans ce cas précis, la médiatisation du livre efface un petit peu le livre qui est un chef-d'œuvre. Ce livre, c'est Les versets sataniques de Salman Rushdie. Alors Salman Rushdie, il est né en Inde, mais il a la nationalité britannique. Et en fait, en 85, si je dis pas de bêtises, en 88,
il sort ce livre qui va déclencher un raz-de-marée dans le monde musulman et surtout en Iran, où le guide spirituel du pays, l'ayatollah Khomeini, l'interdit immédiatement et lance une fatwa contre lui, donc une sorte d'appel à tuer l'auteur. Et là, ça va être un enchaînement d'événements complètement traumatisants, des manifestations de soutien qui virent à plusieurs morts, son traducteur japonais est assassiné, son traducteur norvégien échappe à une tentative d'assassinat, lui il doit changer d'identité très fréquemment, changer aussi d'appartement, il vit sous plusieurs faux noms et donc il a vécu des décennies d'exil comme ça, ultra protégé. Et en fait, en 2022, il est victime d'une tentative d'assassinat alors qu'il faisait une conférence et il perdra un œil et une main et je crois qu'il a quelques organes pas très en forme aussi. Et en fait, la médiatisation de ce livre a un petit peu fait oublier que c'était déjà un auteur assez respecté dans le monde anglo-saxon. Il avait eu le Booker Prize quelques années avant pour Les Enfants de minuit, qui est très bien mais que j'aime moins que Les Versets sataniques. Et pourquoi tout ça ? Parce que dans le livre, un des personnages rejoue un épisode du Coran dans lequel Mahomet reçoit la parole de Dieu en rêve, sauf que dans le livre, c'est la parole de Satan. Et ça n'est pas passé pour Khomeini. Et il y a plusieurs autres passages du livre qui, imitent ou en tout cas décalquent un petit peu certains épisodes du Coran et même de plein d'autres religions en réalité. Donc il est interdit dans une vingtaine de pays et Salman Rushdie vit encore sous protection policière. Et donc tout ça a un petit peu évincé le livre d'origine, qui est un livre complètement fou. Je l'ai lu donc en fait un petit peu suite à cette tentative d'assassinat en 2022. Voilà, c'était un livre que j'avais envie de lire depuis longtemps, mais il avait l'air assez compliqué et j'ai bien fait entre guillemets d'attendre parce que je pense que si je l'avais lu plus jeune, je serais vraiment passée à côté. Pour le coup, c'est peut-être le plus ardu de la sélection du jour. Et donc ça commence de la façon suivante qui est complètement folle. 2 hommes tombent d'un avion qui va se crasher et font connaissance en tombant dans leur chute. Et lors de cette chute, l'un va devenir l'incarnation du bien et l'autre celle du mal. Et à partir de là, on est dans une suite d'événements improbables de ces 2 personnages et qui restent tout le temps liés l'un à l'autre en miroir. Et il se passe une foule de choses hallucinantes. J'essaye à chaque fois de pas trop vous en dire sur les livres parce que vous vous doutez bien que s'il fait là 750 pages, c'est qu'il va se passer beaucoup de choses. C'est un livre sur la croyance, sur l'immigration, sur la foi, et étant pas très spirituelle ou calée sur les différentes religions, il y a peut-être beaucoup de choses qui m'ont échappé, mais ce que je retiens, c'est que c'est surtout un livre sur la fiction. Je l'ai lu maintenant il y a 4 ans, et j'ai l'impression que depuis ma lecture, il n'y a aucun romancier qui est arrivé à la cheville de Salman Rushdie en termes de fiction. J'ai l'impression que c'est comme si tous les écrivains se bridaient et que seul lui était allé jusqu'au bout de ce qu'on pouvait croire dans un livre. Il pousse le curseur de l'imagination, de l'inventivité. C'est complètement fou. J'ai jamais lu un livre qui allait aussi loin dans ce qu'il était capable d'inventer et on sent qu'il emprunte aux grands mythes mondiaux, aux grands livres religieux. C'est vraiment un réservoir de fiction, d'histoire. C'est proche du conte parfois, de la métaphore. C'est un livre d'une densité folle et je pense que dans quelques années, quand j'aurai un peu oublié mes souvenirs de lecture, je pourrais m'y replonger et redécouvrir encore plein de choses. C'est vraiment un livre qui est fou et qui est un hymne à la fiction délirant. J'hallucine à chaque chapitre, vraiment c'est un livre qui est complètement dingue. C'est un livre qui est assez piquant et mordant sur les religions, mais au fond j'ai l'impression qu'il se place sous les grands textes religieux et leur empreinte, leur capacité à produire des mythes. C'est un livre qui essaye d'être aussi créatif et inventif que les grands textes religieux et c'est vraiment c'est complètement fou et je trouve que c'est toujours assez délicat d'aborder ce livre qui est un petit peu hanté par l'histoire hors du livre, mais le livre en tant que tel vaut 100% le détour. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre. On
passe cette fois-ci du côté de la science-fiction avec le premier tome d'une trilogie qui est Le problème à trois corps de Liu Cixin, qui est sorti en 2008 en Chine, où c'est devenu un classique de la science-fiction instantanément, et en 2015 chez nous. Vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il y a une série Netflix qui est sortie il y a quelques années, la saison 1, et la saison 2 arrive à l'automne, donc ça peut vous faire une excuse pour le lire pendant les vacances avant que la saison 2 arrive. J'ai pas encore vu la série, mais vous pouvez être sûr que je vais essayer de la voir. Alors, pour vous le résumer, comment on va faire? Alors, ça commence lors de la révolution culturelle chinoise. Un scientifique, ou plutôt un professeur de physique, est limogé à mort sous les yeux de sa fille par la foule. Et quelques années plus tard, cette fille est incarcérée, puis libérée, elle est aussi scientifique, à condition de participer à un étrange projet sur les ondes radio qui capte et envoie des ondes radio dans l'espace. Quelques années passent et un scientifique en nanotechnologie, donc troisième époque là, s'intéresse à ce projet parce qu'il y a une vague de suicides dans la communauté scientifique, que des gens qui sont de près ou de loin liés à ce projet. En même temps qu'il enquête, il découvre un mystérieux compte à rebours. Voilà, ça c'est vraiment les 15 premières pages, j'abuse un peu, mais vraiment le cadre global. Il va se passer un milliard de choses. Je vous dis même pas les grands enjeux ou les grands thèmes science-fictionnels, on va dire, qui est à l'intérieur, mais c'est un livre qui est addictif. Il y a vraiment ce truc, je trouve, avec la science-fiction, la fantasy, le polar, enfin tout ce qu'on peut appeler littérature de genre ou d'imaginaire, à nous maintenir en haleine avec un monde complètement fictionnel. On est plongé dedans, on y pense tout le temps quand on n'est pas en train de lire le livre. C'est sur les conseils, ou plutôt sur le harcèlement d'une amie que je salue, que j'ai lu ce livre et je suis restée bloquée dessus pendant plusieurs jours. J'arrêtais pas de vouloir le lire, j'y pensais tout le temps. Parfois c'est un petit peu hard au niveau des concepts parce que ça va assez loin dans la physique, dans les mathématiques. Ça fait bien longtemps que j'ai pas fait des maths et de la physique, mais j'ai quand même été vraiment happée par ce livre, donc si c'est pas trop votre formation scolaire, vous inquiétez pas, on peut totalement comprendre le livre. Bon, des fois, quelques pages que j'ai fait, bon, d'accord, apparemment ça a l'air crucial en termes de maths, mais j'ai pas tout suivi. Mais vraiment, c'est un livre qui est passionnant et qui est une sorte d'expérience de pensée au sens premier, au sens scientifique, qui nous place face à des hypothèses, à des possibilités de la vie qui sont complètement folles. C'est vraiment un livre d'une ampleur dingue. J'ai lu que le premier tome de la trilogie, mais j'ai ultra hâte de voir ce que la suite nous réserve et comment adapter ce livre en série aussi. Donc vraiment un gros plaisir, c'est un petit pavé, donc voilà, vous pouvez l'emmener à la plage ou chez vous à l'ombre de la canicule, parce qu'il y en aura sûrement d'autres. Mais voilà, gros plaisir, gros coup de cœur pour ce livre complètement barré. Puis ce qui est assez génial aussi pour nous lecteurs très éloignés de l'histoire de la Chine, c'est que ça mêle grande histoire et science-fiction, où il y a des allers-retours avec la révolution culturelle, donc des événements historiques qu'on connaît peut-être un petit peu moins, et c'est très bien retranscrit dans le livre, donc on a cette espèce de double pari de fiction pour nous qui sommes assez éloignés, et c'est assez passionnant de voir comment l'auteur arrive à relier tous les fils narratifs, tous les personnages, toutes les époques ensemble. Franchement, c'est un très grand livre. Et on termine cette petite sélection par un polar, parce que l'été ou même n'importe quand dans l'année, c'est toujours sympa de frissonner un peu, d'avoir quelques sueurs froides dans la chaleur du mois d'août. Et là, âme sensible, s'abstenir avec La Ligne Noire de Jean-Christophe Granger, le grand maître du polar en France, du polar un petit peu gore. Pour l'anecdote, c'est ma mère qui est une très grande fan, et pendant toute mon adolescence, elle me disait « Non, ne lis pas, c'est horrible », donc forcément j'avais envie de les lire, et j'ai attendu un peu parce qu'elle avait l'air vraiment traumatisée, donc je me suis dit « Bon, que ça se trouve c'est vraiment horrible ». J'avais lu l'année dernière ces deux derniers là qui sont sortis, le duo Sans Soleil, qui était vraiment pas mal, mais La Ligne Noire c'est vraiment un autre niveau, c'est horrible ce livre. C'est l'histoire de Marc, qui est un journaliste dont la petite amie a été tuée dans des circonstances horribles et mystérieuses, et il est obsédé par l'origine du mal. Et donc il va se faire passer pour une femme pour entrer en contact par correspondance avec un serial killer, Jacques Riverdy, qui est incarcéré vraiment en Asie du Sud-Est pour des meurtres horribles commis à l'autre bout du monde. Et il va établir une correspondance avec lui pour essayer de comprendre vraiment ce qui pousse à tuer, et ce qui pousse à tuer dans des circonstances atroces, enfin les scènes de description de cadavres, mais waouh, c'est horrible. Et en fait, il va rentrer sous son emprise et va faire n'importe quoi. Et va suivre la fameuse ligne noire, qui est un espèce
comment dire, d'itinéraires jalonnés de cadavres laissés par Jacques Riverdy, tous dans des circonstances plus zinzin les uns que les autres. Et donc on a cette description quasi scientifique, cette enquête sur comment ces gens sont morts. On comprend même pas, en fait, quand on voit les scènes de crime, on comprend même pas comment ils peuvent être morts. Il y en a qui ont le sang hyper sucré, il y en a qui sont morts dans des endroits trop bizarres. Et juste élucider la façon dont ils sont morts, c'est en soi une enquête, et ça nous pousse vraiment de plus en plus loin dans le mal, dans le malaise. C'est vraiment un roman hyper poisseux, hyper dérangeant. Pour vous dire, je lisais la journée et le soir je lisais une petite BD tranquille parce que j'avais pas envie de me coucher avec ce genre d'images atroces. Et c'est addictif comme tous les bons polars, donc on suit vraiment ça avec cette espèce de plaisir malsain qu'ont les polars gore où on a un peu envie de lire des choses d'horreur, mais on est un peu dérangé en même temps. Et comme Granger a ce personnage aussi de spectateur, lui-même rend compte de cette émotion un peu bizarre de vouloir voir ça et en même temps de savoir que c'est gênant et malaisant de désirer voir ce genre de choses. Et c'est un livre qui est stupéfiant, l'enquête est folle et vous vous rendez bien compte que s'il y a des cadavres, des morts au passé, il y aura bien des scènes de meurtre au présent qui vont arriver. Et j'adore ce truc avec Granger. J'ai bien envie de lui consacrer une vidéo quand j'en aurai lu plus, parce qu'en fait, il a de façon hyper intelligente cette espèce de réflexe de toujours situer les meurtres ou les événements traumatiques hyper loin dans le monde, pas parce que ça ferait exotique, mais tout simplement pour nous éloigner du mal. Mais c'est une illusion parce qu'en fait le mal se rapproche et s'immisce en nous toujours. Et ce livre-là est juste stupéfiant, ultra addictif, ultra flippant, ne le laissez pas entre toutes les mains, vraiment c'est extrêmement fort. Si jamais il y a des fans de polar qui suivent la chaîne, manifestez-vous en commentaire et dites-nous si vous aimez bien Granger, d'autres livres que vous aimez bien dans ce même genre, parce que franchement c'est tellement sympa de pouvoir un peu frissonner tous ensemble. C'est bientôt la fin de cette vidéo. Alors moi cet été j'ai prévu d'autres pavés. Je sais pas encore si je vais les lire ou pas, mais ça fait un moment qu'ils sont dans mon étagère et que je les ai toujours pas lus. Peut-être que je lirai Les Détectives Sauvages de Bolaño. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui m'en ont parlé en commentaire de cet auteur que j'ai encore jamais lu. Peut-être Notre-Dame de Paris. J'avais hésité à mettre Les Misérables dans la sélection et je me suis dit que c'était un peu enfoncer des portes ouvertes que de vous conseiller Les Misérables. Mais peut-être qu'il y aura une vidéo 2. Ah bah tiens, j'avais commencé en fait, j'avais... Ok, bon. Voilà, et très probablement Les Furtifs de Damasio. Vous savez mon amour pour la Horde du Contrevent, donc j'espère qu'il est aussi bien. J'ai trop hâte, ça je pense que vraiment je vais le lire. Donc voilà, a priori, quelques petits livres qui m'ont l'air très sympathiques, entre deux Goncourt du lycéen, parce que je continue le petit défi pour vous faire une vidéo à la rentrée sur le modèle de la précédente que j'avais fait sur les Goncourt. N'hésitez pas à partager, vous, vos lectures de l'été, que ce soit des pavés ou non d'ailleurs, les lectures qui vous tentent, que vous aimez bien lire, les auteurs un peu habituels que vous retrouvez l'été et tout. Ça peut être trop sympa d'avoir une espèce de liste de livres à lire comme ça en commentaire. Et puis aussi, commenter la vidéo permet de soutenir la chaîne qui a un petit peu de mal à se remettre des publications irrégulières. Voilà, je l'avoue, j'avais beaucoup de rendus, de travail, tout ça ces derniers mois, donc j'ai pas pu publier autant que je voulais et l'algorithme me le fait un petit peu payer. Donc si vous aimez bien ce que je fais, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager, en parler autour de vous et aussi à booster la vidéo. J'ai vu que c'était un truc apparemment pour aider les créateurs un peu plus petits. Voilà, ça fait pas de mal d'essayer si jamais vous avez envie. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire et même s'il n'y a pas beaucoup de vues, juste échanger avec vous en commentaire, c'est toujours trop sympa. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram où je publie des fois un peu plus régulièrement des petits posts sur des lectures ou sur le cinéma. Il ne me reste plus qu'à remercier Diane derrière la caméra, toujours présente, même au plein mois de juillet. On tourne une vidéo dans la foulée, donc il y en aura bientôt une sur la chaîne et tout, donc très hâte de vous retrouver. En attendant, hydratez-vous et lisez bien.